Bonjour, je vous remercie d'avoir bravé la neige et la tempête pour venir écouter cette conférence donc, des trésors de Richelieu qui comprennent aussi l'Arsenal, avec cette conférence sur la Bible de Saint Jean d'Acre, présentée par Anne Rochebouet, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Versailles en littérature médiévale, et Louisa Torres, qui est responsable des manuscrits médiévaux à la bibliothèque de l'Arsenal, et qui vont donc vous présenter ce manuscrit exceptionnel. Voilà. Merci Claire. Donc je voulais juste, effectivement, comme vous avez remarqué, c'est un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, mais parce que comme vous le savez, la bibliothèque de l'Arsenal est l'un des départements de la Bibliothèque nationale de France. Et pour cette année, vous aurez donc des œuvres non seulement qui sont conservées de l'autre côté de la rue à Richelieu, mais aussi, c'est pas simplement parce que l'Arsenal a une longue histoire, une longue tradition des collections magnifiques, elle a ses publics, ses cycles de conférences, etc. Mais l'Arsenal contribue largement et de façon exceptionnelle au musée qui va ouvrir à Richelieu en 2021. Et donc déjà pour enraciner davantage les collections de cette bibliothèque extraordinaire ici sur le site de Richelieu. Par ailleurs, vous verrez aussi des cartes et plans qui pour l'instant sont à Tolbiac, mais qui reviendront ici 2020-2021 et qui également vont alimenter le musée de la Bibliothèque nationale. Donc la Bibliothèque nationale a plusieurs annexes ou départements, je ne sais pas comment on dit, délocalisés, décentrés, mais donc l'Arsenal en fait partie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut que j'appuie? Non? Oui? Non? Ça marche là le micro? Ah oui, oui, ça marche. Oui, donc bonsoir. Effectivement, le manuscrit qu'on a choisi de vous montrer ce soir dans ces trésors de la BNF et de Richelieu. Alors, effectivement, le manuscrit qu'on a choisi de vous montrer ce soir est un manuscrit assez exceptionnel de la bibliothèque de l'Arsenal, qu'on montre assez peu et assez rarement. Donc, c'est vraiment une occasion assez unique de le voir pour vous. C'est un manuscrit qui faisait partie de la collection du marquis de Pommy, qui est le fondateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Donc on va pas faire une grande histoire, mais la bibliothèque de l'Arsenal a rejoint le sein de la Bibliothèque nationale en 1934. Elle est fondée en 1756 par le marquis, enfin à partir de 1756 environ par le marquis de Pommy, et elle devient elle devient publique et nationale publique d'ailleurs à la Révolution. Donc cette Bible, on n'en connaît pas complètement le parcours. On sait qu'elle appartient à Louis de Groslay, abbé de Bonnevaux, au XVIe siècle. Et donc on suppose qu'elle reste en main privée jusqu'à ce qu'elle arrive dans les mains du marquis de Pommy. Et donc par là à la bibliothèque de l'Arsenal. Mais il a été dit beaucoup de choses sur cette Bible, et notamment une mythique provenance royale et provenance Saint-Louis, qu'on passera un peu à la question dans le cadre du propos de ce soir. Alors donc, si on a choisi de vous montrer ce manuscrit, c'est une Bible. Or, vous savez que les Bibles, c'est partie des manuscrits qu'on a le plus conservés. Il y a énormément de Bibles qui sont conservées aujourd'hui. Donc, on vous a choisi quand même une Bible parce que celle-ci est particulièrement exceptionnelle. Alors, à plusieurs titres, c'est un manuscrit qui est très luxueux. Donc, malgré sa petite taille, il est assez petit. Il fait moins de 30 cm, 285 sur 202 mm. Donc, un format assez petit, mais il est néanmoins très luxueux. Et comme vous pouvez le voir avec cette illustration frontispice qui est donc juste avant le début de la Genèse, vous l'auriez reconnu, il est abondamment illustré. Vous avez 20 illustrations frontispices de ce type et de très très nombreuses lettrines ornées. Il n'y a pratiquement aucune page du manuscrit dans laquelle il n'y a pas de lettrines.
Et donc, c'est véritablement un manuscrit très luxueux, même si pour des yeux habitués aux couleurs et au caractère très exubérant des décorations du XVe siècle, il peut sembler un peu moins luxueux que d'autres, mais pour l'époque, si. Donc, il est exceptionnel par sa richesse, il est exceptionnel dans la critique par son lien supposé, comme nous le verrons, avec Saint-Louis, et il est exceptionnel par le caractère exotique de son lieu de production, puisque la critique a toujours supposé qu'il aurait été produit pour Saint-Louis lorsque celui-ci était à la 7e croisade, donc à Acre, dans les États latins de Jérusalem. Mais au-delà de ce caractère unique du manuscrit, il est également justement représentatif et révélateur d'un ensemble de pratiques, des pratiques artistiques, des pratiques aussi linguistiques, quel français parlait-on à Acre, des pratiques culturelles, des pratiques textuelles, quel texte y copiait-on, à l'intérieur de cette société, qui est une société au carrefour de plusieurs cultures. Et les études sur cette société ont été particulièrement renouvelées ces dernières années. Donc ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est à la lumière de ces nouvelles études en histoire de l'art, mais aussi donc en histoire textuelle, en philologie, en linguistique, en histoire de la langue, de faire un peu le point sur ce manuscrit dit Bible de Saint-Louis. Alors commençons tout bêtement par, pour mener l'enquête, savoir que nous dit le manuscrit de lui-même. Quelles informations avons-nous pour dater, pour situer ce manuscrit? Alors, au folio 2, nous avons, donc juste avant cette enluminure frontispice, nous avons un prologue à la Genèse. Et la seule chose qu'on peut tirer de ce manuscrit, c'est que dans l'initiale qui débute ce prologue, eh bien, il y a un dominicain. Voilà à peu près la seule chose qu'on peut tirer du manuscrit, puisqu'il n'y a pas de colophon, il n'y a pas de dédicace, il n'y a pas d'indication de qui a copié, de fin de copie. Les paléographes nous indiquent que c'est une main française, mais au-delà, il n'y a pas d'informations qu'on peut tirer plus avant. On peut en revanche... les historiens de l'art y voient des traits stylistiques qui sont caractéristiques de l'outre-mer. Alors si on revient sur le folio 3 parce que ça se voit mieux, donc les traits qui seraient caractéristiques de l'outre-mer, ce seraient en particulier les yeux écarquillés des personnages qu'on retrouve de manière très systématique dans la production de manuscrits qui a été faite dans l'outre-mer et qu'on voit bien ici. Alors, j'ai même un pointeur. Hop, ici. Voilà, qu'on voit bien ici, où ce qui est typique, c'est vraiment l'œil qui est très, très écarquillé et le petit trait noir qui remonte jusqu'à la tempe. Et puis par ailleurs, comme vous le verrez au fur et à mesure des illustrations, les historiens de l'art ont relevé un certain nombre de détails très précis, alors des dromadaires, différentes sortes de chapeaux qui seraient des détails de la vie quotidienne de ce manuscrit produit en Outre-mer. Donc voilà en fait ce qu'on sait de ce manuscrit. À partir de là, il est très luxueux. Il y a visiblement au niveau du style des enluminures un mélange de modèles qui sont caractéristiques de la production d'outre-mer et en même temps aussi du style français. Donc les historiens de l'art, et en premier Hugo Burtal en 1957, expliquent que ce manuscrit a été fait par un artiste sans doute né à Acre, mais formé par quelqu'un de français, et que, étant donné que c'est un manuscrit très luxueux, ce manuscrit fait en Terre Sainte a forcément été fait pour un personnage de la plus haute aristocratie. Et Burtal, du coup, propose Saint-Louis. Et alors là, il va chercher quand Saint-Louis se trouvait dans le royaume de Jérusalem, et il trouve que Saint-Louis y était à Acre entre 1250 et 1254, et c'est ainsi qu'il date le manuscrit. Et c'est cette hypothèse, en fait, sur laquelle ont ensuite continué la plupart des historiens de l'art, et notamment le grand spécialiste de ces dernières années de la production des manuscrits en Outre-mer, à savoir Jaroslav Folda, qui, à partir de 1976, travaille énormément sur tous ces manuscrits et où donc il repart de cette proposition d'Hugo Burtal. Ce serait une Bible faite pour Saint-Louis.
Mais, et c'est d'ailleurs Fulda lui-même hein, qui le reconnaît, on n'a aucune trace, ni dans les témoignages assez nombreux sur Saint-Louis, ni dans des contes hein, d'une commande de Saint-Louis de ce manuscrit. Ce serait d'ailleurs le seul manuscrit directement lié à Saint-Louis qui aurait été fait en Terre Sainte. Et la seule chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a, à la fin, nous en reparlerons, une importance très notable dans le cycle iconographique de la figure de Salomon, qui a été interprétée dans ce lien avec Saint-Louis comme une figure royale. Donc, à ce stade, on peut dire qu'il est possible que ça ait été fait pour Saint-Louis. Rien ne l'infirme, rien ne le confirme cependant. Et donc, nous vous proposons de regarder d'un côté l'objet en lui-même, hein, est-ce qu'il et ses caractéristiques d'objet fait en Terre Sainte, et de l'autre côté, le programme iconographique et son lien avec le texte pour voir si cela confirme ou peut confirmer ou infirmer cette identification. Alors, commençons peut-être par ce qu'on a très envie de voir, l'image. Il est vrai que dans une quête pour savoir si ce manuscrit aurait ou non été produit en Terre Sainte, alors même que la paléographie donne des indices d'une main française, c'est le style qui saute aux yeux, le style des images, l'iconographie et aussi la manière de peindre du peintre, les choix de détails qu'il fait. Qui sont des premiers indices. Alors, ce style a été qualifié de franco-byzantin, et de fait, ce qui est intéressant dans ce manuscrit, c'est que le peintre, qui n'a pas de nom, fait à la fois appel à des éléments français ou occidentaux de peinture, une façon de peindre les miniatures, des façons de composer les miniatures, des modèles également pour la représentation de certaines scènes qu'il puise dans des manuscrits français ou des manuscrits occidentaux de façon générale. Mais, et c'est là ce qui est particulièrement surprenant dans cette Bible de Saint Jean d'Acre, il fait aussi appel, et il unit le tout avec une grande homogénéité, à des éléments plus propres à l'image byzantine. Le folio qu'on est en train que vous avez sous les yeux à la caméra, fait clairement appel à des sources iconographiques byzantines, à la fois dans la composition des images et aussi dans certains détails. Par exemple, si on peut s'arrêter là sur l'ange. Donc c'est le frontispice du livre de Josué. Donc on a ici un ange habillé avec un uniforme, enfin un peu romain, qu'on va retrouver dans des miniatures byzantines, mais pas du tout dans de la miniature occidentale. Et de façon générale, les historiens de l'art ont pu lier la composition de ces histoires à une série de manuscrits produits à Constantinople pour l'aristocratie. Et donc la conclusion, c'est que le peintre était quelqu'un qui avait vu ces modèles, pu consulter ces modèles, qui avait effectivement pu travailler à la fois à partir de sources occidentales et à partir de sources byzantines. L'autre originalité du style de ce peintre, Claire, si tu veux bien passer au folio 269, c'est que c'est aussi un artiste c'est un artiste très talentueux. Je ne sais pas si vous percevez la finesse du trait, mais c'est vraiment, vous verrez de nombreux exemples au cours de la conférence, c'est vraiment... En fait, je peux lever ce micro. C'est vraiment un artiste qui a une façon très originale de peindre et qui ne s'appuie pas, qui ne fait pas que reproduire des modèles. Et une autre particularité qui a frappé tous les yeux qui se sont portés sur ce manuscrit, c'est l'usage que le peintre fait des réalia, c'est-à-dire du monde qui l'entoure, et la façon dont il va caractériser dans un grand réalisme
certains des personnages, et notamment avec des éléments orientaux qui sautent particulièrement aux yeux. Alors, on a dit effectivement que il y avait ce trait stylistique des yeux ouverts et la façon de les peindre qui était aussi très byzantine, mais il y a aussi l'inclusion dans les images d'un certain nombre d'éléments qui évoquent Byzance. Alors, est-ce qu'ils sont là pour la Terre Sainte? Est-ce qu'ils sont là pour l'évoquer? Est-ce qu'ils sont là simplement parce que le peintre choisit de tirer son inspiration de ce qui l'entoure? Mais vous avez dans cette enluminure, sur la droite, au milieu, voilà, deux chaldéens sur des dromadaires, et de façon générale, dans le manuscrit, les scènes qui sont censées se passer vraiment en Terre Sainte sont souvent très caractérisées avec des éléments qui permettent de reconnaître la Terre Sainte. Les personnages, dans leurs vêtements, ont également des couvre-chefs souvent qui permettent de les différencier. Ici, les trois amis portent un turban, un vêtement manifestement oriental, et celui du premier plan tient dans sa main, ça a été donc analysé comme un objet un objet de prière juif que les juifs tenaient entre la main, qui est constitué de cordons enlacés, de cordons entrelacés, tissés en bleu et en blanc, d'après le rythme talmudique qui s'appelle des zizites. Et le fait que ces personnages, qui effectivement sont juifs, sont représentés avec autant de caractéristiques, le turban à franges, les vêtements brodés, et même cette espèce c'est pas un chapelet, mais cet objet de prière dans la main, font partie des très nombreuses manière que le peintre a de rendre, je ne vais pas dire une couleur locale, mais en tout cas de jouer avec un contexte vraiment levantin et de le faire représenter dans le manuscrit. Et donc, du côté du texte, on va aussi avoir dans le texte et dans la langue l'inclusion de... La conclusion, ce serait qu'un peintre qui emprunte à la fois des éléments occidentaux, des éléments byzantins et des éléments proprement levantins dont on a envie de penser que c'est parce qu'il les a sous les yeux, la conclusion qui vient naturellement, mais peut-être un peu simplement, c'est de se dire que ce peintre est effectivement basé quelque part dans les États latins de Jérusalem, possiblement Acre, effectivement, qui serait un endroit où, de par la présence des croisés, en raison de la proximité de l'Empire byzantin, à laquelle Acre, qui est un port, est rattaché, et parce qu'il vivrait dans ce lieu-là, dans cette ville-là, tout cela démontre que donc ce peintre serait effectivement établi à Acre. Ou en tout cas, c'est l'hypothèse qui est retenue par les historiens de l'art. Alors donc si maintenant on regarde, donc là on a regardé du point de vue de la main de l'artiste, de son style, qui donc pourrait être, ce creuset d'influence pourrait le signaler comme quelqu'un qui a exercé à Acre ou en tout cas en Terre Sainte. Si on regarde maintenant l'objet manuscrit, et donc on va voir des choses beaucoup plus laides que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Si on regarde maintenant l'objet manuscrit, ce qui a été mis en avant par Jaroslav Folda, qui est donc l'un des derniers spécialistes sur la question, c'est le type de parchemin, notamment, qui était utilisé pour les manuscrits qui ont été réalisés en Terre Sainte. Et donc, on remarque que ces parchemins, dans tous ces manuscrits, donc dans un manuscrit ici qui est particulièrement luxueux, on voit énormément, donc on est du côté
poils de la peau du parchemin et on voit l'implantation des poils. Et donc, a priori, cette implantation très forte, hein, et ce parchemin aussi, vous le voyez, parce qu'il est légèrement gondolé, ce sont des feuillets qui sont assez épais, qui craquent beaucoup quand on les manipule. Donc tout ça donne une caractéristique d'un parchemin où il y a beaucoup de taches brunes qui semblent incompatibles avec le caractère luxueux de ce manuscrit. Or, Jaroslav Folda a montré que, en fait, ce type de parchemin était caractéristique d'à peu près une bonne partie des manuscrits réalisés en Terre Sainte. Alors, il a fait la plupart de ses relevés sur des manuscrits qui sont un peu plus tardifs, hein, dans la fin du XIIIe siècle. Non, plutôt le deuxième tiers du XIIIe siècle. Mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer à ce manuscrit qui, malgré son caractère très luxueux, donc au niveau du parchemin, présente un parchemin qui est assez caractéristique de ce que Jaroslav Folda met en avant pour le parchemin utilisé. Alors, on ne sait pas pourquoi ce parchemin spécifiquement présenterait ce type de caractéristiques, hein. Est-ce que c'est une question de difficulté d'approvisionnement? Est-ce que la matière première n'était pas bonne? Est-ce que les techniques de traitement ou les conditions étaient mauvaises ou auraient été perfectibles? On ne le sait pas, exactement, mais en tout cas, la production en Terre Sainte de manuscrits se signale par cela. Elle se signale également, alors on ne le voit pas ici, mais vous le verrez au fur et à mesure enfin on le voit très peu ici, mais vous le verrez sur d'autres feuillets, l'encre est également caractéristique dans ces manuscrits, puisqu'on a une encre qui est très brune. Alors l'encre de copie, hein, pas l'encre des illustrations, qui n'est pas la même. C'est une encre qui est très brune par rapport à ce qu'on trouve en Occident de manière générale, et elle a tendance à s'écailler, voire à s'effacer. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de pages, hein, quand on verra en tournant les pages, où l'encre a tendance à disparaître de façon parfois assez forte. Là aussi, c'est une caractéristique, ce type d'encre, qui a été mise en avant dans beaucoup de manuscrits qui viendraient de Terre Sainte. Donc, ces deux, l'encre, la qualité de l'encre, les caractéristiques spécifiques de l'encre, la qualité du parchemin, ce sont deux arguments sur lesquels Folda propose de construire carrément un scriptorium à Acre. Alors, pourquoi Acre ? Alors, si on peut avoir la carte, ce sera peut-être plus facile. Voilà, donc ça, ce sont les États latins d'Orient, hein, qui ont été créés à la suite de la première croisade. Et donc, vous voyez Acre, voici. Alors, pourquoi Acre et pas ailleurs? Eh bien, il se trouve que Acre est le port le plus important des États latins de Jérusalem. C'est là qu'il y a une communauté marchande en particulier très importante. Mais en dehors de ça, finalement, Jaroslav Folda ne propose pas véritablement plus d'arguments pour situer le scriptorium à Acre. En tout cas, les pratiques qui sont celles de la constitution des manuscrits, donc l'utilisation spécifique de ce parchemin, l'utilisation de l'encre, sont pour lui le signe d'une production d'une production homogène, et donc il y voit une production, il va jusqu'à dire qu'il y a une production standardisée et que tout cela viendrait d'un même atelier qui viendrait de la même ville, ce serait donc Acre. Donc voilà pour les caractéristiques codicologiques, je pense qu'on peut revenir au manuscrit. Du côté des caractéristiques maintenant de la langue, à l'intérieur, hein, dans ce manuscrit, au niveau du texte, si ce texte a été copié, alors à Acre, en tout cas dans les États latins d'Orient, est-ce que sa langue porte des caractéristiques de la langue qu'on parlait là-bas? Alors, il faut savoir que les États latins d'Orient ont une population qui est très mélangée, qui comporte des arrivées constantes de personnes, donc des migrants constamment qui viennent d'Occident. Il y a des pèlerins, mais il y a aussi des guerriers qui repartent très souvent. Certains seulement s'installent. Et donc, on se retrouve avec une société où il y a un certain nombre d'apports linguistiques différents. Alors, depuis la première croisade, il y a un certain nombre de gens qui viennent du nord de la France, et puis il y a un certain nombre de gens qui viennent du sud de la France et donc qui parlent occitan, et il y a aussi un très grand nombre d'Italiens.
Et donc on se retrouve avec sans compter les communautés autochtones qui parlent là aussi leur langue propre. Donc on se retrouve dans une communauté où il y a coexistence de plusieurs langues et finalement les linguistes, et en particulier Laura Minervini qui a écrit des articles de synthèse sur la question assez récemment, les linguistes ont étudié la langue de ces textes et se sont rendus compte que déjà on écrivait en français, donc la langue véhiculaire, la langue dans laquelle on écrit si on veut faire passer un certain nombre d'informations, c'est le français. Donc c'est le français qui est utilisé à côté du latin. Et le français a des caractéristiques qu'on peut voir alors par exemple ici, donc dans la rubrique, l'indication en rouge, vous êtes ici au tout début de l'Exode, Pharaon demande aux sages-femmes de tuer les enfants mâles des Hébreux, et donc vous voyez dans la rubrique, le dernier mot de la première ligne, ce sont les enfants mâles, avec un H, M-A-H-L-E-S, puisque c'est au pluriel. Eh bien ça, c'est un trait qui est typique de la langue d'outre-mer. Alors, c'est un trait, en fait, le H à la place du S implosif en fin de syllabe. C'est un trait qu'on retrouve dans la langue wallonne. Et il est aussi particulièrement caractéristique de tous ces textes qui ont été copiés en outre-mer. Et pour Laura Minervini ou Pierre Nobel, qui a aussi étudié la question, cela, en fait, c'est un trait qui serait venu d'une partie de cette population donc, qui vient de la Wallonie et qui aurait ensuite été intégré comme trait caractéristique du français d'outre-mer. Alors, on voit également, si on descend la troisième ligne, juste à côté de la fin de la patte du A, vous voyez que Pharaon dit Pharaon à des Hébreux. Donc Pharaon s'adresse à des dés. En fait, les dés, c'est un mot qui est lexicalement très particulier. C'est un mot qui vient de l'arabe. Qui est encore utilisé aujourd'hui, ça c'est Pierre Nobel, je me base sur les études de Pierre Nobel. Donc c'est un mot qui est encore utilisé aujourd'hui en arabe, en Syrie, en Égypte, et qui était utilisé à l'époque et qui veut dire sage-femme. Et on ne trouve ce mot pratiquement que dans les textes d'outre-mer. Et donc vous avez ici un certain nombre, vous avez dans ce texte, là on a choisi un exemple particulier, un certain nombre de mots du lexique qui ont été empruntés à l'arabe, qui se retrouvent et qui sont caractéristiques de ce texte d'outre-mer. Enfin, dernière caractéristique du lexique d'outre-mer que montre le manuscrit, c'est des caractéristiques aussi qui là viendraient de l'occitan, autre grande composante des immigrés qui s'installent en Terre Sainte. Alors en particulier, est-ce qu'on en voit ici le wa-oi qui en fait a abouti à e-ei. Alors, il y en a sur cette page. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il suffit juste de les trouver. Est-ce que... Je sens que vous allez me croire sur parole. Donc, c'est pour faire jouer le public. Oui, c'est vos capacités paléographiques. Donc là, on a mal à nouveau. Bon, j'ai pas noté la ligne et donc j'aurais dû, je ne le retrouve pas. Bon, peut-être sur le folio 45V, si on a un... Alors là, c'est le décalogue. Et donc, cette fois-ci, j'ai noté les lignes. À la ligne 13. Donc, ça doit être par là. Hop. Mais pourtant... Ah, voilà, stop.
Vous voyez le nœud qui C ici, C, pour savoir, EI, ça c'est un occitanisme, il y en a d'autres. Vous avez egg aussi en dessous, c'est l'eau, qui est aussi caractéristique de l'outre-mer. Il y en a un certain nombre, mais comme je ne les retrouve pas depuis tout à l'heure, je vais vous épargner la recherche de tous ces traits occitans. Donc, en tout cas, au niveau du texte, les nouveaux apports des linguistes et des historiens de la langue nous montrent que le texte de la Bible d'Acre, tel qu'il est contenu ici, présente des traits caractéristiques de l'outre-mer, même si par rapport, c'est pas le seul manuscrit qui contient cet ensemble de textes, il y en a un autre qui a été copié plus tard, qui est conservé également à la BNF, mais au département des manuscrits, le Nouvelle Acquisition française 1404. Et donc par rapport à cet autre manuscrit, le texte qui est présenté dans la Bible d'Acre est un texte où une partie de ces traits caractéristiques, de ces traits dialectaux a été gommée. Mais néanmoins, il reste présent. Donc, l'examen codicologique comme l'examen textuel confirme que nous avons un texte qui pourrait effectivement avoir été copié et réalisé en Outre-mer. Alors maintenant, si on passe à la deuxième grande partie de notre enquête, c'est sur donc, le lien entre le texte et l'image, et est-ce que plus spécifiquement, le texte qui est ici et le programme iconographique qui a été choisi pour l'illustrer, est-ce que donc ce texte et ces illustrations pourraient nous orienter vers un commanditaire précis, et donc en l'occurrence Saint-Louis, puisque c'est lui qui nous est proposé avec insistance par les historiens de l'art. Alors, du coup, on va regarder d'abord du côté des textes et voir comment ils sont illustrés, puis on regardera des illustrations et le rapport avec le texte. Alors, du côté des textes, qui a été souligné par les historiens de l'art, c'est que le texte serait mauvais. Alors, ça a été nuancé par Jaroslav Folda, c'est-à-dire que vous avez ici une traduction de la Bible, et si on regarde en détail, cette traduction de la Bible est très peu fidèle. Donc en fait, c'est une traduction qui est énormément abrégée. Il y a beaucoup d'éléments qui sont omis. Et donc, par exemple, alors si on est sur l'illustration, on doit être sur... hop. Donc là, on est sur l'illustration frontispice du Deutéronome, au folio 68. Et si on passe à l'illustration suivante, vous voyez, il y a un feuillet. On passe à l'illustration qu'on a vue tout à l'heure, l'illustration frontispice de Josué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ces illustrations frontispices, elles sont là comme marqueurs visuels pour marquer le passage d'un livre de la Bible à l'autre. Et là, nous venons donc de sauter à pieds joints au-dessus du Deutéronome en un feuillet. Donc, de fait, il y a un raccourcissement du texte. Voilà le Deutéronome en entier dans la Bible d'Acre. Donc, il y a de fait un abrègement du texte qui est très net. Sur certains points, certains textes sont abrégés, d'autres moins. En fait, on se rend compte que ce qui a intéressé le traducteur, c'était la narration, et que dès qu'on n'est plus sur des éléments qui permettent de progresser dans l'action, eh bien, il ne traduit pas. Alors pour une partie des historiens de l'art, ça signalerait justement qu'on s'adresse à un public aristocratique, et pourquoi pas à Saint-Louis, et non pas à un public d'exégètes spécialisés et de clercs. En fait, il faut savoir que la Bible est avant tout pour le Moyen-Âge, et aussi et avant tout pour le Moyen-Âge un livre d'histoire au sens propre du terme, et que l'histoire biblique est aussi une histoire qu'on met en avant pour la suite de ces scènes. Et que donc le fait d'avoir une traduction de la Bible qui est centrée uniquement sur les épisodes narratifs vétérotestamentaires ici n'est pas du tout étonnant.
et n'est pas spécifique d'un type de commande particulier, sinon que de fait, ce n'est pas une Bible qui est là pour l'examen théologique et exégétique. Alors la deuxième chose qui est dit sur les textes, en dehors du type de traduction qui est présenté, c'est le choix des textes qui a été fait. En fait, dans ces textes, vous avez... les textes ne nous sont pas présentés dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui, ce qui est là aussi très courant à l'époque médiévale. Et ce qui a été mis en avant par les historiens de l'art, c'est qu'on aurait des textes qui, avant tout, feraient référence à la guerre en Terre Sainte et aux héros vétérotestamentaires, et que donc cela s'expliquerait pour une commande pour Saint-Louis, puisque Saint-Louis se verrait dans les différents rois et les différents héros vétérotestamentaires qui seraient mis en avant. Le programme iconographique s'alignant sur ce choix de texte et montrant effectivement plus des scènes d'héroïsme et d'action et des choses un peu épiques dans les miniatures, en alignement avec ce choix de texte. Tout à fait. Et donc c'est ce choix de texte. D'abord, on a le Pentateuque, même si la fin est très réduite, puis on a une série de livres historiques, Judith, Esther, Job, Tobie, et puis on a les proverbes qui sont attribués à l'époque médiévale à Salomon, qui sont divisés en 3. Donc on a 3 articulations textuelles pour ces proverbes, et enfin les Maccabées et Ruth. Donc cette composition particulière est mise en avant par les historiens de l'art pour dire que donc ça s'adresserait plutôt à quelqu'un qui serait intéressé spécifiquement par la guerre en Terre Sainte et par une légitimité au pouvoir royal en Terre Sainte. Néanmoins, si on suit Pierre Nobel, qui a édité une partie du texte, le début, la Genèse et l'Exode, il fait remarquer, donc il est aussi spécialiste de la tradition textuelle biblique, et il s'est intéressé à savoir d'où venait ce texte biblique qui avait été copié. En fait, c'est pas une traduction qui a visiblement été faite spécifiquement à partir de rien. Elle, sans doute, s'appuierait-elle sur des traductions qui auraient d'abord été faite, en particulier sur le livre des juges. Et le livre des juges, dans l'autre manuscrit dont nous avons parlé, le NAF 1404, dans cet autre manuscrit, il est précédé d'un prologue. Et ce prologue mentionne que cette traduction du livre des juges a été faite pour des maîtres de temple à la fin du XIIe siècle. Et ces 2 maîtres du temple anglais ont ensuite, il y en a un qui est décédé avant, mais le second a ensuite fait la traversée jusqu'en Terre Sainte. Donc on aurait toute une série de textes qui sans doute, sur un modèle peut-être anglo-normand, propose Pierre Nobel, aurait déjà été réunis et aurait été réutilisés pour faire cette Bible d'Acre. Et il le note, en fait, ces textes, il nous dit que le livre des juges, donc je cite Pierre Nobel, il a assurément été traduit pour 2 maîtres du temple, et de fait, ce livre a été présenté comme l'expression d'un esprit guerrier au service de la croisade, ce qui est logique pour des Templiers. Mais, dit Pierre Nobel, rien ne permet d'extrapoler cette interprétation sur l'ensemble de la tradition biblique que livre la Bible d'Acre, sinon la Genèse, l'Exode, qui ne sont pas à proprement parler des livres guerriers, n'auraient pas leur place. Et il y voit beaucoup plus dans le choix des textes et l'ordre dans lequel ils sont, l'expression du désir qu'avaient les croisés de s'identifier aux héros de Terre Sainte, de manière générale, qui constituaient pour eux des modèles à côté des anciens Romains. Et l'illustration et le choix des textes, pour lui, donc je cite toujours Père Nobel, légitimeraient leur présence dans une Palestine qu'ils ont conquise afin de poursuivre la geste des Israélites de jadis et contribueraient à forger une image théologique d'un christianisme considéré comme héritier du judaïsme. Donc quelque chose d'assez général dans la société croisée et pas spécialement de spécifique à un roi venu en croisade dans le Levant. Alors, comme je le disais en incise, effectivement, le programme iconographique, lui aussi, a pu être interprété par les historiens de l'art comme
faisant référence comme pointant dans la direction d'un commanditaire qui aurait effectivement aspiration à un pouvoir légitime dans les États latins d'Orient. Alors, ce que vous a dit Anne Rochebouet sur les textes, comme je l'ai dit, se retrouve hein, dans l'iconographie, puisque tous les livres de la Bible commencent, ou peu ou prou, mais commence par un frontispice illustrant et qui sert également de repère visuel signalant le début du chapitre et en même temps d'illustration, et donc des choix d'images qui sont très qui mettent en scène ces héros, ces grands chefs du peuple juif s'étant battus pour la Terre Sainte, s'étant battus pour le peuple juif. Mais il y a un élément iconographique particulièrement intéressant à la fin du manuscrit. Ce sont ces 3 portraits de Salomon, dont vous voyez le premier, qui sont très frappants. D'abord parce que ce sont 3 portraits à la suite assez semblables. Vous allez les voir tous les 3 dans un instant, vous vous rendrez bien compte. Et déjà, ensuite, parce que ce sont 3 portraits en pleine page, alors qu'on avait plutôt des enluminures à chaque fois composées d'une série de vignettes, d'une série de petites miniatures dans des formes ornementales variées. Et puis évidemment parce que la figure de Salomon est loin d'être anodine. Alors Anne, si tu veux peut-être resituer le texte, parce que tu en parleras plus précisément que moi. Alors là, en fait, vous allez voir 3 séries qui se situent donc à la fin du livre. Il y a les Maccabées et Ruth après, mais ensuite vous avez ce qui correspond pour nous aux Proverbes, mais qui est montré par le manuscrit comme 3 unités textuelles différentes hein, par l'illustration. Donc ici, vous avez la rubrique qu'on a vue tout à l'heure, nous disait c'est le premier livre de Salomon. Ça correspond à ce que nous, au début des Proverbes pour nous. Le deuxième qu'on verra plus tard, qui va arriver, c'est l'intitulé dans le manuscrit, c'est Livre des paraboles de Salomon. Et c'est la suite des proverbes à partir du proverbe 25. Et le 3e portrait, c'est le titre dans le manuscrit, c'est Les proverbes de Salomon. Et c'est même chose, c'est les proverbes à partir du chapitre 30 et puis un tout petit bout de l'Ecclésiaste, la fin. Voilà, j'aimais bien le gros plan juste à l'instant sur les visages de Salomon et la figure de la sagesse à côté de lui, parce que ça me permet de montrer plus précisément ce que j'évoquais tout à l'heure sur le talent du peintre, notamment dans le traitement des carnations, donc de la peau, le teint des personnages, la façon dont elle est rendue avec des dégradés, plusieurs couleurs superposées, des couleurs, des tonalités chères, des tonalités un peu vertes ou un peu plus sombres ou un peu plus foncées pour créer des dégradés, et donc un réalisme assez poussé, assez impressionnant en fait, surtout si on le met en regard d'une enluminure gothique un petit peu plus hiératique et peut-être un petit peu moins vivante qu'on va pouvoir avoir à la même époque ou pour les mêmes commanditaires. Donc, si on peut reculer un petit peu en arrière, il y a une analyse que je vais vous livrer qui est l'analyse de Daniel Weiss, qui a beaucoup travaillé sur ces portraits de Salomon et qui a essayé d'en tirer des enseignements quant cette fameuse possibilité, cette fameuse hypothèse d'une commande par Saint Louis. Et donc, son analyse était socialement iconographique. Je ne sais pas si on les... Non, moi, je vais analyser les portraits les uns après les autres. Vous allez voir que ce sont 3 portraits relativement semblables, et donc chaque différence est particulièrement importante et peut-être particulièrement signifiante. Ici, dans les 3 cas, vous avez Salomon assis sur un trône, un enfant à ses pieds
en l'occurrence dans une posture assez naturelle j'allais dire de penseur, le menton dans la main appuyé sur le genou, et puis cette grande figure de la sagesse qui se penche à côté, qui s'accoude contre Salomon et qui se penche vers lui. Au-dessus d'eux, deux figures surplombantes, le Christ et la Vierge, et puis ils sont encadrés dans ce que vous voyez, une sorte d'éléments architecturaux qui architecturent en l'occurrence la miniature, et qui, avec la coupole, vont rappeler peut-être des éléments architecturaux plus byzantins. Alors l'analyse que donne Weiss, évidemment, Salomon, c'est le roi juste. C'est une figure qui est assez importante pour Saint Louis, et dans la façon dont Saint Louis se pose. Saint Louis se poserait en nouveau Salomon, si vous voulez, la figure du roi juste, évidemment. Et donc ce ne serait pas par hasard si on a 3 portraits de Salomon successifs dans un ouvrage qui aurait été commandité par Saint Louis. Ce premier portrait, j'avais pas complètement fini. Ce premier portrait, il est marqué au sceau d'une influence byzantine. Les costumes des personnages, notamment le costume de Salomon, qui est un costume impérial byzantin, mais aussi la figure de la renommée, qui semble tout droit tirée d'une icône byzantine au-dessus de lui, et même selon Daniel Weiss, la façon dont le Christ et la Vierge sont représentés dans les 2 coins, droite et gauche supérieure de l'image, au ciel par-dessus par rapport aux personnages principaux de l'image, mais figuré comme ça, à mi-corps, accoudé à l'espèce de rambarde, il y voit quelque chose qui se retrouve dans d'autres miniatures byzantines, et donc quelque chose une image qui à la fois représenterait Salomon, mais qui connoterait fortement l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, l'impérial byzantin, et peut-être aussi, entre les deux, cet élément architectural, le temple de Jérusalem, ou alors une métaphore de l'Église entre Jésus et la Vierge. Le deuxième portrait de Salomon est intéressant dans ce qu'il diffère. On a la disparition de la figure de la ailée, de la sagesse à côté de Salomon, mais on a toujours l'enfant à côté de lui. Et donc, vous voyez, la composition de l'image change légèrement. Les personnages sont désormais inscrits dans un arc trilobé qui évoque plus l'architecture gothique, et notamment l'architecture gothique du temps de Saint-Louis, en particulier la Sainte-Chapelle que Saint-Louis a fait construire, et que Saint-Louis a fait construire juste avant son départ justement pour cette croisade. La Sainte-Chapelle est achevée vers 1248. Et l'enfant, en revanche, l'enfant a une posture assez étonnante, puisqu'il a les 2 mains sur la poitrine, ce qui est un signe de révérence devant l'empereur byzantin. À Byzance, poser les 2 mains sur sa poitrine comme ça est un signe, c'est une façon de saluer avec respect l'empereur. Ça porte même un nom. La storo, on dit storo keramadzestai, donc poser les mains sur la poitrine dans un geste. Donc encore une image qui évoque le monde byzantin. Et puis la troisième, le monde byzantin, et en même temps des éléments architecturaux plutôt propres à l'Europe. Et dans le troisième portrait,
remarque avec intérêt qu'on est toujours dans ce décor évoquant une architecture possiblement gothique, mais l'enfant, cette fois-ci, est accroupi au pied de Salomon dans une posture que les historiens de l'art voient généralement représentée pour des personnages du Proche-Orient, décrit comme une posture habituelle des Levantins qui auraient plus coutume de s'asseoir comme ça que nous. Je ne fais pas complètement mienne cette analyse, je le dis tout de suite, mais en tout cas, en termes iconographiques, quelque chose qui évoque effectivement plutôt la Palestine. Et donc, Daniel Weiss tire une interprétation de cette série de portraits comme symbolique des trois mondes chrétiens, si vous voulez, le monde chrétien de l'Europe occidentale, le monde chrétien de l'Empire byzantin et le monde chrétien de Jérusalem et du Proche-Orient. Et le fait que du coup, les détails qui entourent Salomon varient et évoquent à la fois ces trois mondes successivement serait une façon d'assimiler, en assimilant, puis si on part du principe qu'on assimile Saint Louis à Salomon, serait une façon de poser Salomon et à travers lui Saint Louis en unificateur des différents royaumes chrétiens, de la chrétienté, si vous voulez, mondiale. Voilà l'analyse qui est livrée. Alors, Daniel Weiss va analyser également tout cela en lien avec le programme iconographique de la Sainte-Chapelle, avec lequel il trouve des ressemblances entre la Bible de Saint Jean d'Acre dans son ensemble et les portraits de Salomon en particulier, par rapport à la baie vitrée et les vitraux de la Sainte-Chapelle qui représentent effectivement en partie les mêmes éléments. Et il y a aussi dans les vitraux de la Sainte-Chapelle, selon Daniel Weiss, une importance marquée de la figure de Salomon. Il va même jusqu'à voir, vous voyez l'arc de cercle sur lequel reposent plus ou moins les pieds de Salomon dans la dernière représentation, il va jusqu'à y voir une évocation assez symbolique de la chasse dans laquelle reposent les reliques de la Sainte Croix qui sont donc à la Sainte-Chapelle, rapportées des croisades par Saint Louis. Donc, en conclusion, Daniel Weiss analyse ces trois portraits de Salomon comme un programme iconographique destiné à présenter Saint Louis comme un roi ayant une légitimité à la tête des chrétiens, à la fois des royaumes byzantins, du royaume de Jérusalem et puis de son propre royaume en France. Et ce qui pose aussi de fait Paris et la Sainte-Chapelle comme une sorte de nouveau lieu saint, de nouvelle terre sainte, où vous reposez également les reliques de la Passion. Alors, en conclusion de notre présentation sur le manuscrit, que peut-on dire de tout ça ? Eh bien, au niveau du texte, le texte qui est la Bible qui est à l'intérieur, dans cette traduction-là, dont on connaît, on l'a dit, un autre manuscrit, au moins, enfin, un autre manuscrit où il y a les mêmes textes, qui a aussi été fait en Outre-mer. Donc, ce recueil-là, dans cet ordre-là, aurait, selon toute probabilité, été fait en Terre Sainte. On a de toute façon l'une des traductions, les juges, qui ont été faits pour des Templiers, dont au moins l'un d'entre eux ensuite a fait le voyage jusqu'en Terre Sainte. Donc le texte, oui,
colle avec la Terre Sainte. Les éléments codicologiques correspondent également à ce que Jaroslav Folda a mis à jour pour qualifier et caractériser la production en Terre Sainte de manuscrits. Alors, est-ce qu'il y a un seul atelier? Est-ce qu'il est à Acre? C'est une autre question. Et au niveau du programme iconographique, hein, donc ici, vous avez reconnu le livre de Judith, c'est au niveau du programme iconographique, il est évident, quand on feuillette le manuscrit, que les 3 portraits de Salomon sont frappants. Est-ce suffisant pour supposer que le manuscrit a été fait pour Saint Louis parce que le roi Salomon apparaît 3 fois à la fin plutôt de l'ouvrage? Eh bien, c'est une question que nous vous laissons méditer. Rien n'infirme donc le jugement d'Hugo Bortal et de Daniel Weiss, mais rien ne vient non plus confirmer le fait que cette Bible d'Acre aurait été faite pour Saint Louis. Et à notre avis, à toutes les deux, il y a quand même quelque chose qui laisse supposer que sans doute, il n'aurait pas été fait pour Saint Louis, c'est que ce manuscrit, comment s'est-il retrouvé dans les collections de l'Arsenal, n'est-ce pas? Dans les collections du marquis de Pommy, surtout. Et il n'était pas à la Sainte-Chapelle avec le psautier de Saint-Louis et les autres manuscrits de Saint-Louis, etc. Qui sont aussi, pour partie, arrivés à l'Arsenal, mais après les confiscations révolutionnaires et pris directement à la Sainte-Chapelle à la Révolution. Celui-là, il provient de mains privées. Donc c'est tentant à l'Arsenal de rapprocher. Ah oui, on a le psautier pour Saint-Louis, on a la Bible de Saint-Jean d'Acre, ça doit être pour Saint-Louis aussi. Mais c'est quand même pas tout à fait la même histoire. Mais nous vous laissons juge. Merci. Je crois que vous avez le droit de poser des questions si vous le souhaitez. Ah, pardon, je vous ai... Donc, Gennaro, je vous ai coupé. Vous avez le droit de poser des questions si vous le souhaitez, et après, vous pourrez, à la fin de la séance, vous rapprocher pour voir le manuscrit en vrai, même si ces gros plans étaient vraiment magnifiques. Bonsoir. Il y a un détail qui m'a sauté aux yeux, c'est l'annulaire qui manque dans les 3 figures de Salomon, et même sur la dernière vue qu'on a vue, un des personnages, on a également un annulaire de la main gauche qui manque. Est-ce qu'il y a une explication iconographique à cela? Alors, je n'ai lu aucune explication iconographique à ce sujet, mais ça a frappé également, ça nous a frappé également. Mais... Avec justement ces magnifiques cadrages et ces gros plans, c'était tout à fait frappant, mais nous n'avons rien lu dessus. Ça n'a visiblement pas frappé les historiens de l'art. Oui, il y a effectivement des images où on a l'impression qu'il est replié. Sur le 2e Salomon, il a l'air replié. Tu penses qu'on peut les revoir à l'image, Claire? Salomon. Tu as le folio? Oui, je crois. Ah, voilà. Il est replié, oui. Ouais. Et c'est encore plus visible sur celle d'après. Mais c'est... Non, on n'a pas... J'ai malheureusement pas d'explication à fournir. Là-dessus. Voilà, là c'est très frappant parce que c'est sur fond bleu. Ouais. Et il est replié. Alors, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, ça m'a frappé au moment où on en a parlé. Mais... Je ne sais pas si on peut dire que... c'est vrai que 3 fois, c'est... C'est une signature de l'artiste. C'est assez surprenant, mais c'est aussi un artiste qui a un style très singulier et une façon très réaliste et très touchante de mettre en scène... De mettre en scène les miniatures, hein, souvent avec beaucoup de détails, avec des regards qui se croisent, avec des personnages pas stricto sensu, pas exactement parallèles, pour créer du mouvement dans l'image. Luisa, est-ce que je peux poser une question? Je ne connais pas du tout le sujet.
moi, ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, vous avez deux registres stylistiques. Je parle des enluminures. Vraiment, d'une part, la tradition byzantine est très forte. Oui. C'est une tradition byzantine aulique, de très très haut niveau, très raffinée. Et en même temps, il a vu l'iconographie royale française, parce que ces représentations de Salomon, le gothique, vous avez très bien... Et ça ne peut pas être le contraire, c'est-à-dire que c'est un artiste byzantin qui a vu des modèles français. Moi, mon sentiment en tant que spécialiste en général de l'enluminure, j'ai plus ce sentiment parce que l'empreinte byzantine est tellement forte, byzantine, disons, de l'autre côté de la Méditerranée, est tellement forte que je pense qu'il est plus facile de copier des encadrements gothiques, mais tous les personnages, même les visages de Salomon, et c'est vrai, c'est fascinant, cette présence constante de la royauté, mais il reprend une iconographie, mais sans peut-être vraiment comprendre d'où il copiait. Peut-être que c'est lui qui a copié plus, ou qui a eu peut-être plus un homme, un peintre, un enluminaire de la Méditerranée orientale qui a vu des manuscrits occidentaux et pas l'inverse. C'est mon sentiment. Je vous livre ça parce que cette représentation, ça reprend aussi un peu la représentation de la royauté, de l'enluminure des Souabes en Italie méridionale. Mais c'est cette koiné méditerranéenne, oui, mais ça c'est plus facile à copier un arc polylobé que Oui. ces personnages qui ont vraiment un niveau, vous avez bien souligné, une main très raffinée. L'iconographie, je pense, c'est plus facile à copier qu'à atteindre un niveau de perfection dans le rendu des personnages, etc. Alors, l'origine française, je trouve, enfin, je pense que nous trouvons cette hypothèse tout à fait intéressante, et nous avons émis des réserves quant aux attributions et aux quasi-certitudes de Jaroslav Folda et de Daniel Weiss. On n'est pas rentré totalement dans les détails. La piste de l'auteur français, c'est aussi parce que les initiales, il considère que les initiales sont de style français. Les initiales ornées sont de style français, toutes. Et là, c'est vrai que j'ai montré, parce que c'était plus surprenant, mais j'ai choisi de montrer des frontispices dans lesquels l'empreinte byzantine était plus forte. Il y en a certains pour lesquels on va plutôt voir une origine, enfin, on va plutôt reconnaître des sources ou des modèles occidentaux, voire français. Et l'idée que l'artiste est français, c'est essentiellement parce que les initiales sont fortement de style français. Alors sur l'aspect byzantin, voire l'aspect oriental, Daniel Weiss avance quelque chose que je trouve pas forcément complètement convaincant, mais je le livre à votre sagacité. C'est que ça aurait été une Bible qui aurait été commanditée par Saint-Louis et destinée à être rapportée sur place, et que donc elle essaye moins de faire du byzantin qu'elle n'emprunte délibérément un certain nombre de codes à l'enluminure byzantine ou à la peinture byzantine qui fassent byzantin aux yeux de l'aristocratie française à Paris. Voilà. Ça suppose qu'on soit déjà persuadé que ce soit pour Saint-Louis. Qu'on est déjà persuadé que c'est pour Saint-Louis. Juste sur Folda, de toute façon, il a été très embêté par ça, et donc il propose que ce soit un artiste français, mais qui est né à Acre. Et qui a été et donc c'est la façon qu'il a de répondre ça, c'est la façon qu'il a de résoudre ça, c'est de dire il est né à Acre, mais il a été formé par quelqu'un qui lui venait de France. Voilà, c'est le ou israéliste formé en France. Merci pour votre conférence. Excusez-moi pour mon français terrible et mon accent américain très fort, mais j'adore ces manuscrits et j'aime vos nouvelles recherches. Je pense que Jaroslav Folda a dit que les images de Judith, elle a porté une robe bleue
et jeune. Oui, oui. Et c'est tellement similaire d'une chapelle de Saint Francis perdue à Constantinople. Et pensez-vous que les artistes de cette Bible étaient des peintres des murales? Et peut-être ça, c'est une raison pour les problèmes de style un peu bizarre dans les miniatures. Ah oui. Alors, en fait, là pour le coup, moi j'ai que l'opinion de Folda où il est effectivement, il voit aussi un certain nombre à Chypre. En fait, il retrouve un certain nombre d'icônes et de fresques avec lequel il fait des liens. Alors pas avec ce manuscrit spécifiquement, mais avec d'autres manuscrits. Je dois dire que mon œil d'historienne de l'art, que je ne suis pas, n'est pas assez exercé pour pouvoir émettre un jugement tout à fait fondé sur Folda. Lui le pense, en tout cas, qu'il y a vraiment un lien entre la peinture monumentale et la peinture sur manuscrit. La peinture monumentale, la peinture d'icône et la peinture sur manuscrit. S'il n'y a plus de questions, on va vous remercier. On remercie Claire Lesage de la Bibliothèque de l'Arsenal d'avoir bien voulu se prêter au jeu de la démonstratrice. Et on vous invite à, si vous le souhaitez, vous pouvez vous approcher. Oui, il est Ah oui, entièrement ce sur manuscrit Gallica. est intégralement sur Gallica, effectivement. De même que le psautier de Saint-Louis et de Blanche de Castille de l'Arsenal et le psautier de Saint-Louis tout court du département des manuscrits. Donc, vous pourrez investiguer vous-même aussi sur Gallica.